messieurs, bonjour, bienvenue, il est 13h à Paris, 14h à Tel Aviv. Où que vous soyez, c'est l'heure de prendre votre pause déjeuner. Allez, installez-vous confortablement devant votre téléviseur, on est parti. Pour une heure ensemble, Société, c'est votre nouveau rendez-vous, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur ce qui fait votre quotidien, parce que ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Et pour cela, j'ai réuni autour de moi une équipe de journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Vous allez voir ensemble tous les jours sur ce plateau. Chers téléspectateurs, regardez le menu. Les propos du candidat américain aux primaires républicaines Donald Trump ne font décidément pas l'unanimité. Suite à ses déclarations visant à empêcher l'entrée des musulmans sur le territoire américain, une pétition britannique qui a rassemblé 568 000 signatures demande d'interdire de séjour l'homme d'affaires sur le territoire national. Troisième pape à se rendre à la grande synagogue de Rome, le pape François a appelé tous les croyants à rejeter l'antisémitisme et la violence au nom des trois grandes religions monothéistes. Ce pape novateur réussira-t-il à faire passer son message de pacificateur ? La France est une marque qui attire et fait vendre dans le monde entier. Les plus grands chefs s'exportent avec succès, mais l'art de vivre à la française fait-il toujours autant rêver ? La compétition est sérieuse à l'échelle mondiale. Mais avant de rentrer dans le cœur du départ, un point tout de suite sur l'actualité. Un nouvel attentat ce matin en Israël et encore une fois c'est une femme qui a été visée. Ça s'est passé dans une implantation au sud de Jérusalem. La femme enceinte a été attaquée à coups de couteau par un adolescent palestinien. Elle est gravement blessée. Le terroriste lui a été atteint par un tir de riposte. Hier c'est une mère de famille qui avait été poignardée à mort, toujours en Cisjordanie. François Hollande vient d'annoncer son plan d'urgence contre le chômage. Le président français a promis 1 milliard d'euros pour la formation de 500 000 chômeurs. Il a également annoncé 50 000 contrats de professionnalisation contre 8 000 actuellement. L'Iran dénonce de nouvelles sanctions américaines contre son programme balistique, mais continue les discussions sur l'application de l'accord historique sur le nucléaire entré en vigueur samedi dernier. Les députés britanniques vont débattre aujourd'hui d'une pétition réclamant l'interdiction d'entrer en Grande-Bretagne de Donald Trump, candidat à la primaire républicaine aux États-Unis. Les propos islamophobes du magnat américain ne plaisent pas à certains Britanniques. Il y a quelques semaines, Donald Trump avait proposé d'empêcher temporairement les musulmans d'entrer aux États-Unis. Si vous avez des questions, des commentaires sur ce sujet, Sarah Martinez sera là dans quelques instants. Elle sera en plateau avec moi devant son ordinateur. Elle interviendra en direct. N'hésitez pas à lui écrire sur i24 Société @i24news.tv. En attendant, Jonathan Serrero revient pour nous sur les récents propos anti-musulmans de Donald Trump. Regardez. Rock Hill, en Caroline du Sud, le 9 janvier dernier. Le public est venu en nombre écouter Donald Trump, favori des sondages à la primaire républicaine. Soudain, Rose Hamid, d'origine musulmane, tente de faire entendre sa voix dans le brouhaha ambiant. Elle veut manifester son désaccord quant aux propositions de l'homme d'affaires, notamment sur la place de l'islam aux États-Unis. La femme est appréhendée manu militari par le service de sécurité sous les vivas de la foule. Donald Trump s'enflamme et en rajoute. Nous avons un problème, il faut traiter ce problème. Mais avant, nous devons savoir qui est le problème. Avant de faire quelque chose de stupide, nous devons réfléchir aux solutions pour le résoudre. Vous n'avez pas idée du niveau de haine de ces gens-là pour notre pays. Stigmatiser les musulmans dans un contexte de guerre contre le terrorisme et l'État islamique constitue l'un des thèmes de campagne favoris du candidat républicain. Une semaine après l'attentat de San Bernardino en Californie, Donald Trump persiste et signe au travers d'une proposition encore une fois polémique. Moi, Donald Trump appelle à un arrêt temporaire de l'entrée des musulmans aux États-Unis, jusqu'à ce que nos dirigeants prennent conscience de ce qui se passe. Une proposition irréalisable selon ce professeur de droit de l'université de Georgetown. Je ne pense pas qu'une loi de ce genre ait la moindre chance de passer. Si elle devait être votée, je suis sûr à 100% qu'elle serait invalidée. Elle serait anticonstitutionnelle. Cette loi est purement et simplement de la gesticulation de la part de Donald Trump.
Les propos de Trump contre la communauté musulmane ont fait réagir le président Barack Obama. Lors de son dernier discours sur l'état de l'Union, le chef d'État américain a qualifié d'insultes et d'erreurs les déclarations du candidat républicain. Pour Hillary Clinton, candidate à l'investiture démocrate, Donald Trump serait le meilleur recruteur du Daesh. La place donc des musulmans aux États-Unis est un des sujets des campagnes des primaires aux présidentielles d'année prochaine. On vient de le voir, le candidat républicain Donald Trump qui use et abuse de phrases assassines sur l'islam. Sauf que l'islam et les États-Unis ont une longue histoire commune. Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Oui, l'islam n'a pas attendu Donald Trump pour s'implanter aux États-Unis. Alors on va faire un peu d'histoire. Valérie, on va voir 3 dates tout de suite à l'écran. 1730, arrivée du premier musulman aux États-Unis, un certain Souleymane Diallo, un esclave gambien. Cet esclave, il a été libéré par le gouverneur de Géorgie de l'époque. Et Souleymane Diallo est l'auteur de 3 versions du Coran. 1899, première grande vague d'immigration de musulmans venus du Yémen, d'Allemagne, de Jordanie ou du Liban. Des migrants syriens aussi s'installent dans le Dakota du Nord. Enfin, 1915, construction de la première mosquée par des musulmans d'origine albanaise dans la ville de Biddeford, dans l'État du Maine. Donc à l'est du pays, sur la côte est. Combien sont-ils aujourd'hui et par qui sont-ils représentés ? Eh bien, selon plusieurs recensements et plusieurs enquêtes, la population musulmane est comprise entre 2 et 7 millions. Par comparaison, la population juive aux États-Unis est environ estimée à 5 millions. On va le voir tout de suite sur ce camembert. 2 tiers des musulmans sont nés en dehors des États-Unis. Il s'agit de personnes issues des pays arabes ou des Pakistanais. Le reste est né dans le pays, aux États-Unis donc, et un peu plus de la moitié sont afro-américains. Pour ce qui est maintenant des organisations, Valérie, la plus ancienne est la Ahmadiyya Muslim, créée en 1921. En 1930, l'organisation Nation of Islam, et elle a compté en son sein, cette Nation of Islam, le dirigeant, le fameux Elijah Muhammad, Malcolm X ou Mohamed Ali. Eh bien, dis donc, aux États-Unis, le discours islamophobe qui s'est libéré, mais aux paroles répondent des actes. Maurice, 2015 aura été l'année record pour les actes anti-musulmans. Et effectivement, Valérie, si on fixe l'attention sur Donald Trump et d'autres candidats républicains, on pourrait penser que l'augmentation des attaques contre les musulmans américains et de l'islam a débuté il y a quelques semaines. Or, ce n'est pas vrai. 2015 restera l'année la pire pour les actes islamophobes, bien pire que 2001 après le 11 septembre. 2015, on se souvient, débute par le meurtre de 3 jeunes musulmans à Chapel Hill, en Caroline du Nord, et s'achève sur une augmentation record d'attaques contre des musulmans et des mosquées. Au total, 38 crimes de haine, 63 attaques contre des mosquées, 17 pour le seul mois de novembre. Le précédent record daté de 2010 avec 53 attaques. Alors la presse laisse penser que cette augmentation fait suite aux attentats de novembre à Paris et de San Bernardino, mais ces incidents sont le résultat d'une libération du discours islamophobe aux États-Unis. Mais Maurice, vous venez de citer la date du 11 septembre 2001. Pourtant, le discours islamophobe n'avait pas une telle intensité. Comment vous expliquez cette différence ? Parce qu'après le 11 septembre, les responsables américains avaient fait la différence très claire entre les musulmans et les terroristes. Je vais vous citer un passage... Vous pensez que maintenant il y a un amalgame ? Il n'y a pas un amalgame, la situation a changé. Je vais vous citer un extrait du discours prononcé le 20 septembre 2001 par George Bush, alors président des États-Unis, tout de suite après l'attentat du 11 septembre. L'ennemi de l'Amérique n'est pas nos nombreux amis musulmans, avait-il dit, n'est pas nos nombreux amis arabes. Notre ennemi est un groupe radical de terroristes et tous les gouvernements qui le soutiennent. Alors, bien sûr, aujourd'hui, le message n'est pas aussi clair. Les guerres d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie ont changé les termes du discours. Dans le langage, les groupes radicaux et terroristes ont été remplacés par djihadistes et islamistes. Alors depuis l'attentat contre Charlie Hebdo, le discours s'est libéré à droite et pour beaucoup d'Américains, ce sont les valeurs occidentales et donc celles des États-Unis qui sont visées. Sarah Martinez, bonjour. Il y a beaucoup de questions téléspectateurs sur Internet. Bonjour Valérie. Alors oui, en effet, nous avons reçu beaucoup de questions de nos téléspectateurs à propos de cette pétition radicale. Notre première question est posée par Philippe qui habite à Londres.
Peut-on interdire l'entrée d'une personne uniquement à cause de ses opinions, même s'il est connu pour son radicalisme? Après tout, ne sommes-nous pas en démocratie? Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Large ouverture d'esprit, qu'en pensez-vous, Maurice Fergan? Tant qu'il s'agit d'opinions et d'idées, aucune loi ne peut empêcher à des idées de circuler, ni même à des opinions, ni même à un homme qui est porteur de ces opinions, soit-elle radicale. Par contre, si cette personne met en danger la sécurité d'un État, bien entendu que des lois peuvent s'imposer pour interdire à cette personne d'entrer dans cet État. Une autre question peut-être, Sarah? Oui, on a une autre question de Florence de Lyon. Comment se fait-il que les parlementaires britanniques débattent de n'importe quelle pétition lancée sur l'Internet? Maurice. C'est la loi britannique. Tout citoyen ou résident du Royaume-Uni peut lancer une pétition sur un site web du Parlement. Pour la signer, il suffit de confirmer une adresse email. Alors, de manière générale, le gouvernement britannique réagit dès qu'une pétition atteint les 10 000 soutiens et celle-ci est automatiquement débattue par les parlementaires après avoir franchi le cap des 100 000. Alors, la commission des pétitions de la Chambre des communes a donc décidé de tenir un tel débat. Celui-ci n'aura pas lieu dans la chambre proprement dite, mais dans une petite salle du palais de Westminster, un peu à l'écart. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a deux pétitions. Il y en a une qui a été signée par plus de 500 000 personnes qui demandent effectivement d'interdire à Donald Trump de se rendre en Grande-Bretagne, mais il y en a une autre, 400 000 Britanniques, qui ont dit qu'il fallait le laisser entrer à tout prix. Alors, il faut déjà savoir qu'au lendemain de ce dépôt de pétition, il y a le porte-parole du gouvernement britannique qui a laissé entendre qu'il n'était pas question d'interdire l'entrée du territoire de Donald Trump et qu'il valait mieux installer un débat démocratique dans le pays. Merci Sarah, merci Jonathan, on vous retrouve demain. Alors que l'islam aux États-Unis continue d'être stigmatisé par Donald Trump, Armstrong, une des banlieues de Détroit, est devenue majoritairement musulmane. Regardez. Appel à la prière en pleine rue, une scène rare aux États-Unis. En 2004, un vote a fait de Amtrak la première localité dans le pays à autoriser l'amplification de l'appel du muezzin. Aujourd'hui, cette banlieue de Détroit compte une majorité de musulmans. Ils contrôlent le conseil municipal. Le vendredi matin, les fidèles affluent en masse à la mosquée pour le plus grand plaisir du responsable des lieux. On ne peut pas inverser la tendance. Quand il y a une inondation, on n'essaye pas d'arrêter les autres crues. Nous n'avons pas de problème ici, nous vivons paisiblement ensemble, sans qu'il y ait de problème entre appartenance ethnique. Et les gens ne se peignent même plus de l'appel à la prière. La population musulmane d'Amtrak est originaire de Bangladesh, de Bosnie ou du Yémen. La majorité d'entre eux travaillent dans les nombreuses usines automobiles de la grande ville du Michigan. Issus de la précédente immigration polonaise, autrefois majoritaire dans la ville, le curé Mirek Frankowski confirme le changement identitaire et les craintes de la communauté chrétienne. Ils ont peur que la ville perde son identité d'Europe de l'Est, car il n'y a plus beaucoup d'immigrants polonais ou d'Europe de l'Est qui vivent à Amtrak. La ville va changer, c'est inévitable. Accusé par ses détracteurs de vouloir imposer la charia, la loi musulmane, dans la ville, le conseiller municipal répond par un discours rassembleur. Nous avons l'intention de représenter tout le monde à Amtrak, quelle que soit leur religion ou leur couleur de peau. Au début du XXe siècle, les circonscriptions avaient été redessinées pour diluer le vote polonais. Près de 100 ans plus tard, les musulmans ont réussi sans heurts leur intégration électorale. Et c'est le moment de notre regard croisé, la génération Internet face à la génération mai 68, une première pour le pape François. Le souverain pontife était hier à la grande synagogue de Rome. L'accueil était chaleureux et François a condamné les violences au nom de Dieu. Retour sur cette visite historique. Applaudi longuement pour sa première visite dans la grande synagogue de Rome. Les mots de François étaient très attendus. Le pape a parlé de sa relation particulière avec le peuple juif. Il a condamné aussi toute forme d'antisémitisme et de discrimination. Non à toute forme d'antisémitisme et non à toute injure, discrimination et persécution qui en découlent. Le pape a ensuite parlé du message universel de la Bible, puis de l'importance du dialogue entre les différentes religions du livre. Le dialogue interreligieux est fondamental. Nous y contribuons comme frères et sœurs devant notre Créateur.
Et à lui, nous devons rendre des comptes en respectant et en appréciant cette proximité, en cherchant à collaborer dans un dialogue judéo-chrétien unique qui tient compte des racines juives du christianisme. Il est le 3e pontife à visiter cette synagogue. Avant lui, Jean-Paul II en 1986, Benoît XVI en 2010. Pour cette visite, 1500 personnes ont été triées sur le volet. Avant d'entrer dans le vieux bâtiment juif, le pape s'est arrêté devant 2 plaques commémoratives. L'une rappelle la grande rafle d'octobre 1943, durant laquelle 1024 juifs avaient été déportés à Auschwitz. L'autre plaque rappelle l'attentat palestinien de 1983, une attaque dans laquelle Stefano, un bébé de 2 ans, perdait la vie. Maurice, la réconciliation entre les juifs et les chrétiens progresse, mais il reste encore des incompréhensions quand même. Absolument Valérie. Alors sur le plan du progrès, on peut voir par exemple en décembre 2015, un document de la Commission Vaticane pour les relations religieuses avec les juifs affirme que l'Église ne mène ni n'encourage aucune mission institutionnelle tournée vers les juifs. En d'autres termes, l'Église ne doit plus chercher à convertir les juifs. Le Vatican prend donc ses distances avec la théologie de la substitution selon laquelle Dieu avait délaissé les Juifs pour ne s'intéresser qu'aux chrétiens. Alors maintenant, il y a des incompréhensions encore. Le message qui met fin à des siècles d'enseignement du mépris se cantonne, semble-t-il, aux élites et n'est pas diffusé profondément dans les paroisses. Donc là, il y a un petit problème. Deuxièmement, le Saint-Siège refuse toujours de prendre en considération le caractère central d'Israël dans la vie des Juifs. Le Vatican est jugé parfois donc pro-palestinien et pro-arabe. Enfin, la reconnaissance de l'État de Palestine par le Vatican a jeté un petit froid entre juifs et chrétiens. Un accord règle désormais le statut des institutions de l'Église en Palestine, mais aucun accord semblable n'a encore été conclu avec Israël, alors que le Vatican entretient des relations diplomatiques avec Israël depuis 1993. Élodie Azoulay, ce pape François, c'est un pape quand même qui est novateur. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir son travail, finalement, la pacification, le rôle de pacificateur ? Alors, je ne sais pas pour les autres si le message passe, mais en tout cas, une chose est sûre, pour moi, je suis fan de ce pape. Sachez une chose, il est suivi par plus de 11 millions de followers sur Twitter. C'est une star sur Internet. C'est une star sur Internet. On l'appelle la star du web. Et c'est un pape 2.0 avec ces 11 millions de followers. Il faut savoir que dans quelques mois, il est prêt à dépasser Justin Bieber, pour que vous vous rendiez compte un peu de ça. Une rockstar. Une vraie rockstar. Et d'ailleurs, il a fait la une du journal Rolling Stone en 2013. Et sachez qu'il est une des personnalités politiques les plus recherchées sur Google. Il est cité plus de 49 millions de fois sur le web. Il devance Obama et Poutine, pour vous dire, toute région confondue, tout pays confondu. Donc voilà, donc de nos jours, vous savez, pour passer un message, donc je rebondis sur ce que vous dites, Maurice, pour passer un message, il faut être suivi sur le net. Et là, ces 11 millions de followers, c'est la preuve qu'il est suivi et que son message passe à grande échelle. On a compris votre coup de cœur. Merci beaucoup, Élodie Azoulay. Et c'est l'histoire d'une femme née en Roumanie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un destin hors norme, celui d'Adriana Ginsberg. Alors que son pays est annexé par l'URSS, elle fuit Bucarest pour la France en 1948 alors qu'elle n'a que 9 ans. Des années plus tard, elle se bat pour récupérer sa maison, spoliée par le régime soviétique qui servait l'ambassade des États-Unis. Elle obtient gain de cause il y a quelques années, mais voilà que le fisc français s'en mêle et lui réclame 1 million d'euros. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Adriana Ginsberg fut également la seconde femme d'Harry Saltzman, le célèbre producteur qui a permis l'adaptation des James Bond au cinéma. Depuis son décès, elle se bat devant la justice pour bénéficier des droits d'auteur de ses films. Je vous propose de faire sa connaissance avec Caroline Amouyal. Ça, c'était son fauteuil. À chaque recoin de l'appartement se niche son souvenir. Harry avec ma mère et Manuela. Adriana se souvient de chaque seconde de leur mariage. Une union qui aura duré 14 ans jusqu'au décès du producteur en 1994. Lorsqu'elle rencontre Harry Saltzman, Adriana a la trentaine et aspire à se remarier. Grâce à son père, son vœu se réalisera. Alors il a appelé sa sœur qu'il adorait, qui vivait à Cannes. Et il lui a dit, voilà, elle veut se remarier. Est-ce que tu as quelqu'un ?
Alors elle a téléphoné rapidement à son fils qui habitait à Londres et il a dit oui, oui, je connais Harry Saltzman. Et j'avais appris entre-temps qu'il était célèbre et moi j'avais l'image standard, le producteur fumant le cigare avec une nana sur les genoux. Malgré ses préjugés, elle accepte de le rencontrer. Et pendant tout le dîner, il n'y a que lui qui a parlé. De son fils adoré, de la mort de sa femme. Et le lendemain, il m'envoie 100 roses. Je ne savais plus où les mettre. Il y en avait chez moi, il y en avait chez la concierge, il y avait dans la chambre du 7e étage. Tout le monde était fleuri. Et il a accompagné d'un mot, la prochaine fois, je vous laisserai parler. Lorsqu'ils se rencontrent, Harry Saltzman est veuve depuis 1 an. Adriana, elle, a déjà été mariée et a 2 filles de cette première union, dont Manuela, qui deviendra témoin de son mariage avec Harry Saltzman à New York. C'était quelqu'un d'original, de très sympa, d'ouvert. Quand il Marrant. n'aimait pas, il n'aimait pas. Et quand il aimait, c'était... Il aimait beaucoup. Ah non, vraiment. Et il était marrant. Et quand on est parti de New York à l'aéroport pour Venise, il m'a dit « Maintenant, tu es cuite ». L'appartement d'Adriana reflète les années de gloire du producteur. Sur les murs, des photos de ses rencontres les plus prestigieuses. Une rencontre déterminante, celle avec son associé Albert Broccoli. Eux, ils se sont accrochés au lustre pour arriver à avoir $1 million pour Dr No. Ils l'ont eu. Personne ne croyait que ça allait marcher. Ils l'ont projeté dans un cinéma en plein air où tous les jeunes venaient en voiture. Et ça fait un tabac. Et après ça, ils ont tourné ensemble les 9 autres. Des années sans nuages qui laisseront place à des années sombres. Suite au décès d'Harry, Adriana engage une bataille juridique pour pouvoir bénéficier des droits d'auteur de ses films. Un combat qui dure depuis 25 ans sans qu'elle n'ait jamais obtenu le moindre versement. Durant les 5 dernières années, elle fait une dépression et s'enferme dans sa chambre à l'abri de tout contact extérieur. Mais grâce à l'aide de son entourage, elle parvient à sortir de sa torpeur il y a seulement 2 mois de cela. Un soir, je regarde le voyage du pape à Cuba et à Washington et je me dis, mais si cet homme qui a 86 ans, avec une sciatique, réussit à voyager comme ça et à pouvoir voir des foules et parler à des particuliers, pourquoi lui et pas moi? Et c'est à ce moment-là que je suis sortie de mon pyjama, de mon lit, j'ai commencé à m'habiller, à sortir. Pendant ma dépression, j'avais grossi de 30 kilos. Dans quelques semaines, Adriana obtiendra la réponse pour les droits d'un premier film, Falstaff, du réalisateur Orson Welles. Elle a également pour projet d'écrire une biographie inédite d'Harry Saltzman après son déménagement en Normandie. Il a été agent secret. Et c'est le moment de passer à notre séquence droit. Aujourd'hui, au programme avec vous, Galit Zamir, bonjour. Nous allons parler de succession. En Israël, tout comme en France, il est possible d'organiser une succession par le biais d'un testament. Il prendra effet dès le décès de la personne qui l'a rédigé. Alors, si on décide de prendre finalement ces précautions en rédigeant un testament, comment ça se passe ? Alors, je vais commencer avant de dire pourquoi, parce qu'on peut dire pourquoi j'ai besoin de préparer un testament. C'est un peu, disons, morbide, où des gens, ils n'aiment pas parler de leur mort. On pense que c'est important de préparer un testament parce qu'on peut éviter à la suite des problèmes entre les enfants, les héritiers. Et aussi, c'est important parce que la personne peut vraiment choisir ce qu'elle a envie de décider et elle n'a pas besoin de... En fait, elle prépare ça, c'est un peu dur à dire, mais elle prépare sa mort et elle organise tout ça en amont. Plus que ça, c'est important parce que juridiquement en Israël, ça coûte plus cher et c'est plus long juridiquement de mettre en place une succession que mettre en place un testament. Donc c'est pour ça que c'est très important
de rédiger. Et à la deuxième question, comment ça se passe? On arrive chez l'avocat qui prépare en fait un testament, qui rédige un testament avec tous les biens immobiliers ou les comptes en banque, mobilier et immobilier. Et en fait, il sélectionne les parts, disons comme la personne souhaite. Son souhait, si c'est 50% à son épouse ou à son ses conjoint, enfants. Voilà, et à ses enfants. Et ça dépend, il peut partager ça en Est-ce qu'il y a des contraintes légales dans le partage des biens? Est-ce qu'il y a des contraintes? Non, en fait, c'est chacun choisit en Israël. On peut même déshériter des enfants. Donc chacun peut faire, ça c'est très important. Très important. On peut déshériter des enfants en Israël. Alors un testament est-il universel? Par exemple, un testament qui est rédigé en France, est-ce qu'il est valable ici en Israël? On peut le mettre en acte devant un tribunal et qu'il soit valable en Israël. Mais on conseille aux clients de préparer un testament quand ils ont des biens immobiliers en Israël. Il vaut mieux de rédiger un nouveau testament ici. Alors, quelque part, si on décide de ne pas rédiger de testament, comment ça se passe pour la succession? Alors, on passe à la voie légale. D'accord. Donc, à la voie légale, c'est divisé entre deux, entre les enfants, les héritiers, et entre le conjoint restant vivant. C'est la même chose en France? En France, ce qui est bien, qui est différent ici, c'est qu'il y a l'usufruit pour la personne, le conjoint qui reste vivant. Et en Israël, malheureusement, ça n'existe pas, et c'est pour ça que c'est très important de rédiger un testament pour pouvoir réjouir du bien et continuer à l'habiter. Zamir, reste avec nous dans quelques instants. Le grand dossier de la semaine, l'art de vivre à la française. Est-ce toujours une référence? Les réponses dans cette émission. Nous parlerons également mode et sport avec le tennis et le début du Grand Chelem d'Australie. Reste avec nous.